Bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais parler de logique et plus particulièrement de la conception d'un ordinateur 16 bits. Donc on va le concevoir et le fabriquer entre guillemets. Enfin moi je vais plus le fabriquer que vous. Moi je me suis basé sur ce bouquin-là. Vous, si vous n'avez pas le bouquin, c'est pas très grave. Vous avez la même chose, le même contenu, mais sur internet, gratuitement et légalement disponible, hein. Voilà. Vous avez le site internet ici, Nantes tout Tetris, et vous voyez ici là, c'est le même titre que le bouquin. Donc c'est exactement le même contenu, hein. Bon. Donc vous allez trouver le lien dans la description. Et puis on va commencer déjà par une introduction, hein. Ceux qui ont suivi mes streams savent que je voulais faire ce machin-là. Le stream du 25 décembre a été un désastre. Ah, je l'ai fait en stream, hein, la première partie, une des premières parties. Le problème, c'est que ça a été un tel désastre. Oh là 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 là, je vous raconte pas. Bon, alors, comment qu'on va faire? Eh ben, c'est simple, on va prendre, hop, le site là, et puis on va faire le projet. Et puis le premier chapitre, le projet 1, c'est la logique booléenne. Mais avant d'attaquer le sujet, il va falloir qu'on parle d'autre chose. Va falloir qu'on parle de qu'est-ce que c'est que la logique, les signaux logiques, tout ça, tout ça. Et puis on verra au fur et à mesure que, en fait, avec juste de la logique, on arrive à faire des additions, des soustractions, des multiplications. Vous allez voir, c'est magique comme phénomène. Déjà, il faut définir qu'est-ce que c'est qu'un signal, hein. Un signal, c'est un courant électrique, tout simplement, hein. Donc, un signal, c'est un courant électrique. Je vous recommande très fortement à partir d'ici de prendre des notes et d'avoir un cahier, un crayon. C'est même quasiment obligatoire en fait pour suivre, parce que je vais vous demander de réfléchir et de faire les trucs avec moi, hein. Donc un signal, c'est un courant électrique. Ok, donc maintenant qu'on a dit ça, qu'est-ce que c'est qu'un signal logique? Eh ben, c'est une convention, en fait, toute bête, hein. C'est comme quand un jour on a dit en électricité il y a le plus et le moins. C'est une convention. Ça veut dire qu'un jour on s'est dit bon bah voilà, euh, un signal logique, c'est un courant électrique continu dans notre cas. Donc un signal logique, c'est un courant continu d'une certaine valeur qu'on aura définie au préalable. Alors nous, on va utiliser des signaux logiques en 5 volts. Mais suivant les technologies que vous allez utiliser et suivant ce que vous cherchez à faire, vous pouvez très bien avoir du 1,1 volt, du 1,3 volt, 1,8, 3,3, 5, et il y a aussi, j'ai vu du 12 volts. Voilà. Donc, suivant la technologie et ce que vous voulez faire et les signaux que vous voulez faire, ouais, ça fait des virgules partout tout ça. Hop, voilà. Donc, il y a possibilité d'avoir, suivant ce que vous voulez faire, d'utiliser ces niveaux, hein, parce qu'on parle de niveaux, ces niveaux logiques-là. Nous, on va travailler en 5 volts. On pourrait travailler en 3,3 volts, mais bon, c'est pas forcément super intéressant pour nous. Et moi, de toute façon, ce que j'ai acheté
comme matériel travaille en 5 volts. Donc, faut partir du fait que c'est un 5 volts. Donc maintenant, quelle est la deuxième particularité d'un signal logique? Bah, c'est soit il est présent, soit il est absent. D'accord? Donc, la présence du signal, donc c'est la présence de 5 volts, c'est donc un niveau logique 1. Et son absence, niveau logique 0. Et on va prendre l'habitude de barrer le 0 pour être sûr qu'on écrive des zéros. Après, vous pouvez aussi faire les zéros pointés. C'est pour vraiment différencier les zéros des hauts. Ça, c'est une vieille habitude d'informaticien que j'ai conservée et moi, j'ai pris l'habitude de les barrer. Donc, maintenant, comment qu'on fait des calculs avec ça? Alors, vous allez voir, enfin, comment qu'on compte en binaire déjà? Parce que ça, ce qu'on vient de voir, c'est du binaire. Hein. Donc le binaire, bah, c'est des 0 et des 1. Du coup, ça veut dire que en logique pure, on ne peut compter que jusqu'à 1. Donc déjà, en logique binaire, on arrive à compter. Ok, mais comme on peut compter que jusqu'à 1, comment qu'on fait? Ok, bon là, va falloir qu'on compare comment nous on compte les humains. Nous on compte pas en binaire, on compte comme on appelle en base 10. On parle de base, c'est quand est-ce qu'on change d'unité en fait. Hein, vous vous souvenez, par exemple, si j'écris 121, ici ce sont les unités, ici les dizaines et ici les centaines. Hein. Et donc, nous on compte de 0 à 9, et quand on arrive à 9 et qu'on veut compter plus loin en fait, eh ben, on retourne à 0 et on ajoute une nouvelle unité. Ce qui fait que notre nombre passe à 10. Et ben en binaire, on compte de la même manière en fait. C'est-à-dire qu'on fait 0, 1, et bah, comment qu'on fait pour arriver plus loin? Et ben on écrit 0 et on met une nouvelle unité. Voilà. Donc maintenant on a compris comment on compte en binaire. Après il y a la conversion, mais ça on s'en fout. Pour le moment, tout ce qui nous importe, c'est c'est pas la conversion binaire base 10, qu'on appelle aussi décimale. Hein, la conversion binaire décimale nous intéresse pas pour le moment. C'est juste comprendre comment on compte qui est important pour le moment. Et que donc on peut déjà intuitivement comprendre que oui, bah du coup avec la logique pure, on arrive à compter. D'accord, on sait faire des additions. Si on sait faire une addition toute bête, hein, donc base de 0 plus 1, bah, ça fait 1. 1 plus 1, bah, ça fait un 0. Hein, je vais pas appeler ça 10 parce que sinon ça va on va s'en mêler les pinceaux dans la tête. Ça fait un 0. Puis après, si on continue à compter, ça fait un 1. Et ensuite, si on continue à compter encore plus loin, qu'est-ce qui se passe quand on ajoute 1 ici? Bon, bah ça, plus 1, bah ça, on arrive à 0. Du coup, il y a une nouvelle unité qui se met, donc on met une retenue. Ah, bon, bah 1 plus 1, bah, on sait que ça fait 0 et qu'il y a une retenue à mettre. Et puis, on redescend. Et puis, du coup, bah, le nombre suivant, c'est 1, 0, 0. Voilà. Donc là, on a appris à compter en binaire. De 0 à, bah, on sait pas pour le moment. Voilà, voilà, voilà. Donc maintenant, le truc, c'est comment qu'on arrive d'un point de vue logique, hein,
avec juste des signaux électriques, hein, en gros, ça fait ça, nos signaux électriques, hein, ça fait 0, 5 volts. Et comment on arrive avec un genre de signal comme ça à compter? Et une fois qu'on aura résolu ce problème-là, c'est comme ça qu'on arrivera à faire notre processeur. Et ça va être la première étape. C'est d'apprendre toute la logique et toutes les briques nécessaires pour arriver à faire le processeur central et la partie qui sert à faire des additions. Une fois qu'on arrivera à savoir faire des additions, je vais pas dire que tout le reste coule de source, mais presque. Bon, j'en suis, moi, dans mon avancement personnel, j'en suis presque là. J'ai presque terminé la conception de ce qui sert à faire les additions, à récupérer les résultats et faire d'autres opérations logiques. Donc j'espère que vous prenez toujours des notes, hein. J'insiste sur le fait que là, si vous voulez comprendre ce qu'on va faire ensemble, il faut absolument prendre des notes. D'accord? Bon, on va maintenant passer à notre projet, au premier exercice. Donc on clique ici parce que les autres trucs, ça je sais pas où est-ce que ça mène. Ça nous permet d'avoir un PDF qu'on peut ensuite enregistrer sur son ordinateur. Et puis voilà. Donc là vous avez à peu près le contenu de tout ce que je viens d'expliquer. On va s'occuper des tables de vérité et des portes logiques qui y sont associées. Alors qu'est-ce que c'est qu'une porte logique déjà dans un premier temps? Alors, l'algèbre de Boole, donc c'est de l'algèbre, hein, mais c'est de l'algèbre logique. Boole, c'était un scientifique, et puis il s'est intéressé à la logique, il a formalisé le bordel, et puis il a fait tous les outils qu'on va utiliser là. Bon, alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction logique? Une fonction logique, ça sert à vérifier. C'est en fait un outil qui permet d'effectuer une vérification. D'accord? Et donc, si on fait une vérification, c'est une vérification de vérité, voir si c'est vrai. Quelles sont les opérations logiques qui permettent de chercher la vérité? Eh bien, il y a l'opération logique et l'opération logique ou et l'opération logique inverseuse. Donc, inverse. Sauf que comme on est des feignasses et qu'on est des ingénieurs, les gars, on va pas appeler ça l'opération logique inverseuse ou inverse. On va l'appeler non. Hein. Alors en anglais, ça donne and, or et not. Je vais utiliser quasi systématiquement les versions anglaises. Maintenant, il faut définir nos fonctions logiques. Le et, c'est sa définition, sa recherche de vérité, c'est uniquement. Alors, la fonction donne le résultat, donne un résultat vrai uniquement quand toutes les propositions qui sont données à la fonction logique sont vraies. Prenons un exemple. On prend ici, on a la fonction logique end et on a deux signaux électriques qui rentrent dedans. Et donc, elle va nous donner la réponse. Est-ce que les deux signaux sont vrais, sont vérifiés? D'accord? Donc, si on a un signal ici qui vaut 1 et un signal qui vaut 1 ici, la fonction logique va regarder les deux signaux et elle va dire est-ce que les deux sont vérifiés vrais? Là, dans ce cas-là, c'est le cas. Donc, on va avoir 1. Maintenant, si on a 0 et 0 ici, qu'est-ce qui se passe ici? 0 et 0 sont vérifiés, les deux signaux sont identiques. Oui, mais c'est 0. Donc, qu'est-ce qu'on retrouve de l'autre côté? 0. Vous voyez? Ça fonctionne comme ça, ce truc-là. Et donc, la table de vérité du et, logique, avec deux entrées, mais on peut le généraliser à tout un tas d'entrées. D'accord? Donc, si on prend notre porte logique avec son signe, alors je sais plus si c'est le signe anglais ou international celui-là. Je sais qu'il y a celui-là qui existe
et celui avec l'esperluette, alors c'est dans quel sens? Voilà. Ces deux signes-là existent pour représenter un et logique dans les schémas. Et donc on a l'entrée A, l'entrée B et la sortie S. Hein, c'est pareil ici, A, B, S. Donc A, B, S. Oui, comme dans les voitures, je sais. Alors, l'entrée A peut prendre deux états, hein. Ce sont des états logiques obligatoirement là-dedans. Donc c'est 0 ou 1. Ok. Et B peut prendre aussi l'état 0 ou 1. Donc, si on combine, ça fait 0, 0. Et ici, ça refait 0, 1 pour 1, 1. Voilà. Alors, il y en a qui les écrivent pas comme ça, les tables de vérité, peu importe. Voilà. Donc, nous avions dit 0 et 0. Hein. Les deux sont à 0, donc la vérité est vérifiée, mais ça fait toujours un 0. 1 et 0, est-ce que les deux sont identiques? Non, bon bah ça fait 0. 0 et 1, bah, on est pareil dans le même cas. Là on arrive à 1 et 1. Ah, bah il y a les deux qui sont identiques, et ils sont vrais tous les deux. Bon bah ça fait 1. Voilà. Alors le OU, comment qu'il est fait déjà le OU? Il me semble que le sigle américain, c'est quelque chose comme ça. Et le sigle européen, c'est quelque chose comme ça. Supérieur ou égal à 1. Donc A, B, S, A, B, S. Il me semble que c'est comme ça le OU. Hop. Donc ben le OU, sa fonction logique, c'est à partir du moment où il y en a une des propositions qui est vraie, tout le reste, enfin, à partir du moment où il y en a une qui est vraie, c'est bon, les gars, c'est vrai. Donc, par exemple, si on te pose la question, est-ce que tu veux un dessert et qu'on te propose ou du gâteau ou une banane et que tu vas en manger un des deux, bah oui, tu vas manger du dessert en fait. Alors que dans le cas du et, il faut que tu aies faim et que tu aies un dessert qui te soit proposé pour manger un dessert. Alors, bah, la table de vérité du ou, A, B, S, hop. Donc on réécrit, hop, 0, 1, 0, 0, 1. Donc 0 ou 0. Bon bah ça fait 0. 1 ou 0. On a un 1, de toute façon, on aura un 1. Hein. Qu'il soit à droite ou à gauche, ça sera pareil. 0 ou 1, bon bah ça fait 1. 1 ou 1, bon, bah, de toute façon on a 1 des deux côtés, donc bah, ça fera toujours 1. Alors, le note, la fonction inverseuse. Et ben en fait, la fonction inverseuse ne prend qu'une seule proposition à la fois, qu'un seul signal à la fois. Donc ça fait A et S. Et donc, son signal, enfin son symbole, c'est ça. A, S. Il y a un symbole européen qui n'est pas celui-là, ça c'est le symbole américain, il me semble. Mais je me souviens plus comment qu'on le fait. Ha ha ha. Alors, la fonction inverse, en fait, elle nous permet de dire le contraire de ce qu'on vient de ce qu'on veut dire. Hein, c'est une fonction menteuse si vous voulez. Donc bah, A il prend 0 ou 1. Donc bah, quand on a 0, vu qu'on l'inverse, bah, ça fait 1 et quand on a 1, ça fait 0. Voilà, tout simplement. Donc là, on a vu l'étape de vérité des trois fonctions logiques de base. On peut combiner certaines portes logiques entre elles pour avoir des nouvelles portes logiques. Ok. Donc, on peut par exemple combiner le et, enfin le and et le not pour faire du NAND ou du NAND. Et si vous avez déjà acheté des puces ou si vous achetez du matériel informatique, ça vous dit quelque chose ça. Et ben avec le OU, on peut faire pareil, on peut faire du NOR. Ok.
Donc le NAND, c'est comme un et, sauf qu'on inverse la sortie en fait. Hein. Donc le symbole américain, c'est ça, hein, pour dire qu'on inverse. Et le signe européen, l'esperluette, hop, c'est ça. Pour le OR, c'est donc bah, hop, hop. Ça fait un OR. Et donc bah, c'est à peu près la même chose pour le signe européen. Supérieur ou égal à 1, hop, et on met la négation, l'inversion. Donc comme je vous l'ai dit, bah, c'est un et qui est ensuite inversé. Bon bah on reprend nos tables de vérité, puis on va faire le petit exercice mental. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Oui, c'est pareil, j'ai inversé les deux, mais on s'en fout, c'est pareil. Donc 0 et 0, bah, ça fait 0. Hein. Sauf que si on inverse le résultat, bah, ça fait 1. 0 et 1, bah, on a vu que ça fait 0 ici. Sauf qu'on inverse le résultat, bah, ça fait 1. 1 et 0, bah, ça fait 0, sauf qu'on inverse le résultat, ça fait 1. Et ici, 1 et 1, bah, ça fait 1, mais on inverse le résultat, ça fait 0. Bon, là, je pense que vous avez compris le principe pour le nord. Hein. Hop. Oh. 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1. Donc bah 0 ou 0, bah, ça fait 0, on inverse, ça fait 1. 0 ou 1, bah, ça fait 1, on inverse, ça fait 0, 0 et 0. Voilà. Ah bah, vous voyez pas tout. Voilà, voilà. Alors pourquoi on n'a pas un et un ou ensemble? Bah parce que ça sert à rien en fait. Ça ne permet pas de construire une brique supplémentaire. En tout cas, pas comme ça. Alors une fois qu'on a fait ça, on a 5 portes et on va pouvoir construire d'autres trucs qui vont nous servir, dont un truc qui va être très très important pour la suite, mais on verra ça après. Donc bah, dans le truc là, ça vous explique bah, ce qu'on vient de faire. Hein. Donc là, vous voyez les fonctions logiques. Et a priori, il y a le théorème de De Morgan là-dedans. Ah, je sais plus, ça remonte au lycée, ça fait 20 ans que j'en ai pas fait. Alors voilà, là on nous parle des portes logiques. Voilà, donc là on voit bien que les signes américains, c'est bien ce que j'ai dit. Ah, j'ai juste un petit peu tort sur le note qui est un triangle avec un petit point au bout. Allez hop, on corrige. Hop. Et là, on vous explique qu'en fait, on peut faire des portes logiques à plusieurs entrées et qu'en fait, ça correspond à ça en équivalent. Voilà. Bon, ça vous donne des réponses pour plus tard, mais vous le verrez plus tard. Là, j'ai parlé des portes logiques simples et des portes logiques composées. Et là, hop, le XOR, on le regarde pas parce que bah, le XOR, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas une émission de télé pour gamins des années 70-80 ici du Japon. C'est une porte logique qui a une fonction très particulière qu'on verra après. Hein. Là, quand on arrive au 1.1.3, on va commencer à nous demander de construire ces fameuses portes logiques. Hein. Pourquoi? Bah parce qu'en fait, on va utiliser exclusivement la NAND pour tout construire. Voilà. Et d'après les forums que j'ai lus, il faut pas loin de 15 000 portes logiques NAND pour voir à peu près le bout du truc. Donc ça fait beaucoup à acheter, ça coûte cher, donc je vais pas le faire. Mais ce serait totalement possible d'acheter 15-20 000 portes NAND pour tout faire le bazar en fait. Hein. Sauf que ça prend une place monstre. Il y a un gars qui s'est amusé à le faire. Ça te fait un ordinateur qui prend. Combien il prend déjà en place? Enfin,
c'est en exposition, c'est absurde la taille. C'est comme les ordinateurs d'avant qui prenaient une salle complète. Alors du coup, bah, comment qu'on va faire pour construire notre truc? Eh ben, on va le faire de manière logicielle. Et du coup, on va utiliser un truc qui s'appelle HDL, un langage de description matérielle. Donc là, il vous donne un exemple et tout, il vous donne la solution du XOR, c'est pas bien, il faut pas regarder. Alors, pour faire la simulation du matériel, il faut aussi bah, le logiciel qui vous est présenté ici. Ok. Où est-ce qu'on le chope? Eh ben, c'est très simple. On va dans Software ici. Et on télécharge ce truc-là. Alors, il y a pour Mac, il y a pour Windows et il y a pour Linux aussi. Alors, il vous faut l'environnement Java Runtime, JRE, et il vous donne un site pour le truc. On vous explique après les différents outils, le simulateur de matériel, l'émulateur de processeur, parce que oui, on va faire, enfin, on va vous donner un émulateur de CPU, mais avec ce projet-là, on va aussi écrire nous-mêmes l'émulateur, la machine virtuelle, pareil, on va créer nous-mêmes la machine virtuelle pour l'ordinateur. On va écrire un assembleur, un compileur, un début de système d'exploitation. Donc ouais, on va vraiment aller presque au bout du bout. Il manquera plus qu'à le construire. Et donc pour le construire, moi, ce qui est recommandé pour que ça prenne pas trop de place et que on puisse quand même mine de rien le fabriquer de manière pseudo-matérielle, je me suis acheté une carte FPGA. Alors je sais pas si elle a la bonne taille, hein, mais ça permettra déjà de faire des trucs rigolos avec ce machin-là. A priori, j'ai assez de la puce programmable là-dedans, elle est suffisamment grosse pour me permettre de refaire le machin. Donc bah, on verra ça à la fin du projet quand on aura tout fait. Ce qui va prendre déjà pas mal de temps, hein, je vous le dis tout de suite. Euh, pour voir le bout des deux ou trois premiers chapitres, il m'a fallu quand même presque un mois chacun, hein. Donc au bout de 2 mois, 2 mois et demi, ça m'a pris pas mal de temps, hein, mine de rien. Donc, bah, je vais quand même vous montrer. Alors, on télécharge le bazar. On clique là. Allez, à boule Google. Voilà, on enregistre. Bah, moi, il est déjà enregistré. Vous pouvez le prendre comme ça, vous regardez à l'intérieur. Il y a les outils. Alors, pour les utilisateurs Windows, vous allez utiliser les points BAT. Une fois que vous avez décompressé, vous vous retrouvez avec ça. Vous allez dans les outils. Alors vous allez le simulateur de hardware. Vous allez utiliser ce fichier-là, le point .bat. Moi, je vais utiliser ça. Ça marche pareil, hein. Voilà. Donc, on se retrouve avec le logiciel comme ça. Hop, donc on peut charger un, un- un truc un truc qu'on aura conçu avec le bouton là. Hop. Et puis après, il y aura le fichier de vérification en cliquant sur ce fichier, sur ce bouton là. Et puis, bah, comme la capture se passe mal, il faudra que je fasse ça avec un système plein écran, tout le bazar et tout, pour que vous puissiez voir comme il faut. Mais en principe, vous cliquez là, vous chargez le machin, et puis tout va bien. Donc ensuite, dans le répertoire, vous avez les projets. Chapitre 00, bon, il n'y a rien de là. Nous, on est au chapitre 1. Et vous avez tout un tas de fichiers comme ça. Alors, la première porte logique qu'on va apprendre à faire,
C'est le end, il me semble. Et du coup, avec un éditeur de fichiers texte, vous allez ouvrir les points HDL. Alors moi, j'utilise Notepad QQ, qui est Notepad++. Et ça, c'est le fichier. C'est le fichier. Ça, c'est le fichier qui va être généré. Ça, le fichier pour tester si notre matériel il fonctionne bien, c'est celui-là, les points TST. Les points CMP que je regarde. Ouais. C'est le résultat de la simulation de ce qu'on fait de ce fichier-là. Bon, on arrive à presque 30 minutes, 40 minutes de vidéo là. Je vais avancer un petit peu euh, pour vous montrer comment qu'on va développer l'utilisation du logiciel et tout ça. Alors, donc on a notre Zigoto ici, le logiciel. Hop. Alors pour développer notre truc, on utilise Notepad++ ou peu importe. Ok. Donc là, on voit tous les projets, tous les trucs que j'ai d'ouvert et que j'ai testé et que j'ai presque fabriqué et fini. Hein. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le contenu ici. Donc, pour fabriquer une porte et ou end, on va ouvrir ce fichier-là et puis ça nous donne déjà ici ce qu'on doit utiliser, donc ce qu'on doit, comment dire, les entrées et les sorties. D'accord. Alors on peut modifier ça, mais je recommande de ne pas le modifier pour le moment. Hein, quand on débute, il n'y a pas besoin. Ensuite, ici, c'est là où on va écrire ce qu'on utilise. Donc ici, je vous ai dit plus tôt qu'on allait utiliser les NAND. D'accord. Donc ça, c'est un truc qu'on n'a pas à fabriquer, c'est fourni d'emblée dans le simulateur. Donc on va utiliser NAND. Ok. Et ensuite, il faut, sur les entrées A de la porte NAND, on va définir qu'est-ce qui est l'entrée. Donc, on va mettre l'entrée A par exemple. Ensuite, c'est séparé par une virgule. L'entrée B de la porte NAND, ça va être notre entrée B ici. Ok. Et la sortie out, et ça va être quelque chose parce que on comprend tout de suite que pour faire un et, il faut inverser la sortie de la NAND. D'accord. Donc ça veut dire qu'on va utiliser une variable temporaire là-dedans pour stocker la sortie de ça jusqu'à ce qu'on trouve un moyen d'inverser la sortie de la NAND. Admettons qu'on va l'appeler pouette. Ok. Et donc là, on va prendre une autre porte. Hop. Et donc, il y a deux entrées dedans. A, B et une sortie. D'accord. Et ici, on va mettre pouette. Et puis, ça se trouve, ici, il faudra mettre autre chose qu'on a déjà sous la main. Par exemple, on peut reprendre le B ici. Hop. Et puis ici, ça nous fera, on mettra out. Du coup, d'un point de vue schéma, ça va nous donner quelque chose. Alors ça, faut que je le garde. Hop, je vais aller écrire derrière ce truc-là. Alors, d'un point de vue schéma, on a notre NAND qui est comme ça, où on a mis A et B. Ici, on a la sortie pouette qui va vers une autre porte qui a ses entrées A et B. D'accord. Et la sortie pouette est reliée ici, et puis ici, c'est relié, ok, oui, non, il faut que, hop. Et ça, c'est relié, au B qui arrive ici. Hop.
puis ici, on est à out. Ok. Hop, j'ai oublié de faire ça comme ça. Et donc ça, c'est la puce qu'on vient de construire. C'est la porte end temporaire que j'ai servi d'exemple. Cet exemple-là est faux. J'ai fait exprès, c'était pour vous montrer comment on utilise le HDL. D'accord? Donc, une fois qu'on a fait ça, ensuite, on va dans le logiciel. On va dans le logiciel ici. Faut quand même sauvegarder. Hop. Voilà. On ouvre. Et puis, ça doit être bon. Donc, c'est le end. Hop. Bon, la puce porte n'est pas trouvée. Bon, d'accord. Bon, on va remettre la NAND. On va remettre une NAND. C'est pas grave. Donc, on sauvegarde. Hop. Il y a là. Porte non. End. Voilà. Et donc là, on voit que ça charge le tableau. Donc ça, c'est la puce end avec les entrées A et B, la sortie out, et dedans, on a la broche interne poète qu'on a mis ici. Ok. Donc là, ensuite, on prend ça, on va chercher le end.test, on charge, et voilà. Et donc là, on a la liste des tests qui vont être effectués quand on va appuyer sur lecture. Alors ça va être un test pas à pas, donc il va prendre ligne par ligne et changer les valeurs là-dedans. Hein, on peut regarder. Voilà. Donc je vais aussi programme flow et data flow, view script, voilà. Donc quand on change ici, ça va nous permettre de voir les changements qui sont effectués ici. Bon, la comparaison dès la ligne 2, elle est pas bonne. C'est normal. Hein. Là, ça nous dit que 0 et 0, ça doit sortir 0, et on n'a pas ça. Donc dès le deuxième test, en fait, c'est mouru, ça marche pas. On peut aller voir la suite. Hein. Donc là, on voit les changements qui sont effectués. Donc là, test 4, il marche pas. Et voilà, et ça nous dit que il y a eu une erreur. Alors, on a vu qu'il y a eu des erreurs, mais voilà, quand c'est comme ça, paf, on retourne ici, puis on regarde. Ah, c'est celui-là. Donc compare, c'est ce qui est. Je me suis trompé, c'est en fait le fichier de référence pour la comparaison, et ça c'est le fichier qui va être sorti. Ok. Donc on va prendre, hop, ouvrir avec Kate, allez. Donc ça, en principe, c'est ce qu'on doit avoir en sortie, et nous, qu'est-ce qu'on a eu? C'est en out. Nous, on a eu 1, 0, 1, 1. Hein, comparé au 0, 0, 0, 1, ça marche pas. On a quand même deux qui fonctionnent, donc il va falloir qu'on revoie notre copie. Et du coup, on va retourner dans notre truc là, puis on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Et puis voilà, c'est comme ça que ça marche. Et donc, c'en est fini de cette vidéo d'introduction. On a vu à peu près comment tout fonctionnait. Dans la prochaine vidéo, qui ne sera plus une introduction, on va vraiment travailler et voir comment on résout ces problèmes de logique et comment on va progresser. Hein. On va aussi... ces outils-là, ça va être génial pour vous, parce que comme je l'ai dit dans mon stream, une fois qu'on maîtrise bien ces outils de logique, on devient des détecteurs à mensonges et à bullshit ambulant, en fait, parce que quand on maîtrise ces trucs-là, on est capable de voir si ce qu'on nous dit est logique, tout simplement. Et rien que le fait que ce qu'on nous dit va passer les différentes fonctions logiques qu'on a apprises à utiliser dans ce projet-là, ça va devenir très rigolo. Pour nous, pas pour les autres. Parce qu'on va être capable de détecter très tôt les mensonges, d'être suspicieux très tôt sur les propositions qui n'ont pas de sens. Hein.
Et vous allez voir que quand vous serez suffisamment entraîné avec ces trucs-là et à les utiliser de manière journalière, au début, il faut vraiment faire un effort conscient pour les utiliser dans la vie de tous les jours, quand on regarde les informations, voir si on ne dit pas de la merde. Mais après, au bout d'un moment, vous allez voir, c'est naturel. Ce sont des outils intellectuels qui vont vous permettre de savoir si on vous ment ou si on vous ment pas. Donc, bah, j'espère que la vidéo vous a plu, que vous avez appris quelque chose, mine de rien, et que vous allez apprendre avec moi. Et je vous rappelle que pour la suite des vidéos, vous allez prendre un putain de cahier avec un putain de crayon et vous allez suivre ces putains de cours. Et n'hésitez pas à prendre de l'avance sur moi. Et si vous vous plantez, je vais essayer de faire une vidéo par semaine de ce truc-là. Sinon, ça sera une vidéo toutes les 2 semaines. Hein. Voilà. Donc, bah, ce coup-ci, je vous dis vraiment à une prochaine. Bye bye.